j'ai élevé mon fils seul pendant 20 ans, sacrifiant ma jeunesse, ma santé et mes rêves pour le transformer en l'homme qu'il est devenu, un monstre ingrat qui m'a jeté dehors comme un vulgaire Kleenex usé. Tu n'es plus qu'un boulet, papa, m'a-t-il craché au visage, les yeux brillants d'une cupidité que je n'avais jamais soupçonnée, tandis que les huissiers vidaient mon appartement de Belleville de ses quelques reliques d'une vie entière. Et pourtant, 3 jours plus tard, quand son château de cartes s'est écroulé sous le poids de sa propre arrogance, il est revenu, à genoux dans la boue de la Seine, me suppliant, « Père, sauve-moi », mais le pardon n'est pas une option quand le sang bout d'une rage ancestrale. Paris, cette ville qui m'a toujours paru comme une maîtresse capricieuse, généreuse un jour et impitoyable le lendemain, m'avait offert une existence modeste mais digne. J'étais Antoine Duval, ancien mécanicien chez Renault, veuf depuis que Marie, ma femme adorée, avait succombé à un cancer fulgurant quand notre fils Lucas n'avait que 5 ans. 20 ans de veuvage, 20 ans à ronger mes os dans les ateliers puants d'huile et de métal, à économiser sou par sou pour payer ses études à l'ESSEC, pour lui offrir les costumes sur mesure qu'il exigeait dès l'adolescence. Papa, un homme doit briller, me disait-il, et je hochais la tête, le cœur gonflé de fierté maladroite, ignorant que cette soif de lustre le consumerait. Le jour où tout a basculé, c'était un mardi pluvieux de novembre 2025. Lucas, fraîchement diplômé en finance, travaillait déjà comme junior chez BNP Paribas, flirtant avec les sommets de la tourmente boursière. Il m'avait appelé la veille, la voix tremblante d'excitation, « Papa, oncle Henri est mort. » Et il m'a tout légué. Tout. Henri, mon beau-frère, ce vieux renard de l'immobilier qui avait bâti un empire sur les ossements des quartiers ouvriers de la banlieue nord. 350 millions d'euros, murmurait-on dans la famille éclatée, une fortune amassée sur des spéculations impitoyables, des immeubles haussmanniens rénovés à la sueur des artisans sous-payés. J'avais ri, jaune, au téléphone, félicitations, mon grand. À ce soir, pour fêter ça. Mais quand il est arrivé à l'appartement, flanqué de 2 avocats en costard anthracite et d'un notaire aux lunettes pincées, son sourire s'était mué en grimace froide. La table de la cuisine, celle où je lui avais appris à nouer ses lacets, était couverte de documents jaunis par l'humidité. « Assieds-toi, papa, a-t-il dit, et sa voix portait déjà l'accent des boardrooms de la défense. Les avocats ont déroulé le testament, tout à Lucas, rien pour moi. Pas un centime, pas un regard. Henri avait toujours haï ma faiblesse prolétaire, comme il appelait mon dévouement obstiné à un fils unique. C'est logique, a commenté Lucas, signant d'une main ferme. Tu as eu ta part en m'élevant. Maintenant, c'est mon tour de voler de mes propres ailes. Voler ? Plutôt plonger. Les jours suivants ont été un tourbillon de luxe ostentatoire. Lucas a quitté notre 2 pièces pour un Penthouse à Auteuil, me laissant un chèque de misère à 5 000 € pour tes débuts de retraite. J'ai ri, amer, en le voyant charger mes cartons dans un Uber banal. Papa, cet endroit pue la défaite. Tu mérites mieux. Ailleurs. Ailleurs, un studio miteux à Pantin, loué à prix d'or pour les pauvres airs comme moi. Les huissiers sont venus le lendemain, expédiant mes outils rouillés, les photos jaunies de Marie, et même le vieux lit conjugal dans un garde-meuble que je ne pouvais pas payer. Propriété de monsieur Lucas Duval, scandait-il, comme un verdict de cour d'assises. La nuit de mon éviction, sous une pluie qui fouettait les pavés de Belleville comme des lames, j'ai marché des heures. Paris, ma Paris des marchés aux puces et des bistrots enfumés, me crachait à la figure. Chaque néon des brasseries me renvoyait l'image d'un vieil homme brisé, 58 ans, les mains calleuses vides de sens. Pourquoi ? Pourquoi ce fils que j'avais porté sur mes épaules lors des manifs étudiantes de 2006, ce gamin que j'avais consolé lors de ses chagrins d'amour adolescents, me traitait-il comme un déchet ? La rage montait, non pas une flambée soudaine, mais une coulée de lave lente, viscérale, qui rongeait mes veines. J'ai trouvé refuge dans un café sordide de la rue de la Roquette, commandé un pastis dilué, et là, pour la première fois, j'ai murmuré à voix haute, « Tu paieras, Lucas. Tu paieras pour chaque larme que j'avale ce soir. » Les semaines suivantes furent un lent empoisonnement de l'âme. Pantin, ce no man's land grisâtre entre les tours HLM et les rails du RER, devint mon purgatoire. Je survivais de petits boulots aux réparations clandestines pour des voisins immigrés, qui me payaient en nature, un plat de couscous, une bouteille de rouge tiède. La nuit, je revoyais les scènes en boucle, Lucas riant avec ses nouveaux amis sur Instagram, posant devant sa Ferrari rouge sans garer devant l'Arc de Triomphe. Il avait investi l'héritage comme un parieur fou, actions en crypto-monnaie volatile, nightclubs éphémères à Pigalle, une maîtresse mannequin qui le saignait à blanc. Papa, vis la vie, m'avait-il texté une fois, avant de me bloquer.
Vivre? J'apprenais plutôt à creuser, à fouiller les ombres de son triomphe. C'est lors d'une de ces nuits insomniaques, affalé sur un matelas gonflable qui puait le moisi, que j'ai commencé à assembler les pièces. Un appel anonyme d'un ancien collègue d'Henri, un comptable usé nommé Marcel, qui haïssait mon fils pour son arrogance naissante. Antoine, ton gamin joue avec le feu. Il a détourné des fonds de la société familiale pour un deal foireux avec des Russes. Si ça sort, c'est la tôle. Les Russes. Ces ombres de l'Est qui infestaient les cercles financiers parisiens comme des rats dans les égouts. Lucas avait cru pouvoir les dompter, signant des contrats opaques pour un casino flottant sur la Seine, une idée révolutionnaire qui sentait le désastre à des kilomètres. Marcel m'a filé des documents scannés par mail, des PDF tachés de café virtuel, transferts suspects vers des comptes offshore aux Caïmans, signatures falsifiées sur des beaux immobiliers. Mon cœur battait la chamade, non de peur, mais d'une joie sombre, primitive. La vengeance n'est pas un éclair, c'est une toile tissée dans le silence, fil par fil. J'ai commencé à noter, à cartographier, les associés de Lucas, ses faiblesses, cette drogue qu'il sniffait en cachette lors des afters de la Fashion Week, cette peur viscérale de l'échec qui le rongeait depuis l'enfance. Je ne serai jamais comme toi, papa, un loser anonyme, m'avait-il lancé un jour, adolescent. Aujourd'hui, ces mots étaient mon carburant. Bientôt, je n'étais plus un exilé, j'étais un fantôme. Je me suis fondu dans les bas-fonds de Paris, les librairies occultes de la rue de Birague, où j'ai déniché un vieux manuel sur la psychologie des manipulateurs, l'art de la guerre revisité par un psy freudien. J'apprenais à décortiquer l'âme humaine, cette chair molle sous la carapace sociale. Lucas, avec son ego hypertrophié, était une proie idéale. Il croyait que l'argent achetait l'immunité, moi, je savais que l'argent amplifie les failles. Chaque euro dépensé était une fissure dans son armure. Un soir, alors que l'hiver mordait déjà les os des SDF sous les ponts, j'ai croisé par hasard une silhouette familière au marché d'Aligre. C'était Émilie, l'ex de Lucas, celle qu'il avait larguée pour sa top modèle. Elle trimballait des cajots de légumes, les yeux cernés de fatigue. « Antoine ? Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive ?» On s'est assis sur un banc, et elle a vomi sa rancœur. Lucas l'avait humiliée publiquement, la traitant de poids mort lors d'une soirée au Fouquet's. Mais elle savait des choses, des dettes cachées, des chantages discrets de créanciers italiens. Il va tomber, Antoine. Et il le mérite. Ces mots étaient un baume amer. Pour la première fois, je me suis senti moins seul dans cette croisade intime. De retour à Pantin, j'ai tracé mon plan sur un carnet jauni, phase 1, l'isolement. Infiltrer son cercle via des faux profils sur LinkedIn, un consultant en risque anonyme, envoyant des mails sibyllins sur les irrégularités fiscales. Phase 2, l'amplification, contacter les journalistes du Canard enchaîné, ces vautours de la plume qui adorent les chutes de prince. Mais avant tout, je devais me renforcer. J'ai rejoint un club de boxe thaïlandaise à la Villette, où des gamins des cités me tapaient dessus jusqu'à l'os, me forgeant un corps et un esprit d'acier. Chaque coup encaissé était un rappel, la douleur forge la lame. Au fil des mois, la rage s'est muée en une clarté froide. Paris, avec ses avenues haussmanniennes et ses ruelles sombres, devenait mon échiquier. Lucas paradait, ignorant que son père, ce vieux schnock qu'il avait évincé, tissait déjà les nœuds de son garrot. Et moi, Antoine Duval, je respirais enfin, non plus comme un survivant, mais comme un justicier dans l'ombre. L'hiver 2025 s'est abattu sur Paris comme une sentence divine, gelant les fontaines de la place de la Concorde et durcissant les cœurs des passants pressés. Moi, je creusais plus profond, descendant dans les abysses de la psyché de mon fils comme un spéléologue fouillant une grotte maudite. Chaque nuit, dans mon studio de Pantin qui sentait le désespoir rance, je relisais les mailles de Marcel, disséquant les chiffres comme un chirurgien ouvre un cadavre. 350 millions, une montagne d'or bâtie sur du sable mouvant. Lucas avait dilapidé 80 millions en 6 mois au jet privé pour des week-ends à Monaco, une collection d'art contemporain volée aux enchères de Christie's, et ce casino sur la Seine qui n'était qu'un radeau de la Méduse financier, saboté par des permis municipaux bloqués par des écologistes enragés. J'ai commencé par le petit jeu, des appels anonymes depuis une cabine téléphonique du métro Barbès. Monsieur Duval, nous savons pour les transferts aux Caïmans. Rendez-vous discret, ou c'est la DGCCRF qui frappe. Sa voix, au bout du fil, trahissait déjà la panique, un balbutiement d'homme habitué à commander, pas à supplier. Qui êtes-vous ? C'est une erreur. J'ai raccroché, le cœur battant d'une exultation coupable. Ce n'était pas encore la vengeance, c'était l'appétit aiguisé.
Émilie devint mon allié improbable. On se voyait au Café des Sports, près du canal Saint-Martin, où les serveurs versaient des demi sans poser de questions. Elle, serveuse de jour, étudiante en psycho la nuit, dépeignait Lucas avec une précision clinique. Il est narcissique, Antoine. Tout ce qu'il touche, il le corrompt pour se sentir vivant. Elle me prêta des livres Le complexe de Médée et de Nancy M.C. Williams, des essais sur la trahison filiale. Je dévorais ces pages comme un affamé, notant comment l'abandon parental forge des monstres. Ironie, j'avais tout sacrifié pour Lucas, et voilà que je devenais le fantôme de son surmoi, le juge intérieur qu'il fuyait. Un soir de février, sous une neige rare qui saupoudrait les toits de Montmartre comme du sucre impalpable, j'ai décidé d'infiltrer son monde. Via un faux profil au Pierre Laurent, expert en conformité internationale, j'ai décroché un rendez-vous au lounge du Georges V. Lucas y était, entouré de lèche-bottes en smoking, sirotant un whisky japonais à 500 € le verre. Il m'a reconnu trop tard, j'avais vieilli de 10 ans en 3 mois, la barbe grise hirsute, un costume emprunté à un fripier de la rue des Rosiers. Papa? Qu'est-ce que? Son visage s'est figé en un masque de porcelaine fêlée. Je me suis assis, feignant l'indifférence. Félicitations pour ton ascension, fiston. Je passais par là, pour affaire. Les mots étaient acides, suintant un venin poli. Il a bredouillé des excuses maladroites au papa, c'était pour ton bien, tu sais, te libérer du poids. Mais ses yeux fuyaient, trahissant la peur d'un gamin surpris la main dans le pot de confiture. J'ai glissé une carte de visite factice, si tu as besoin de conseils sur les risques offshore, appelle-moi. Gratuitement, pour la famille. Il a ri, forcé, mais je voyais les fissures, les cernes sous ses yeux, la main tremblante sur son verre. Dehors, sous les flocons qui dansaient comme des spectres, j'ai vomi ma haine dans un caniveau. Pas de larmes, juste une résolution d'acier. Le lendemain, j'ai contacté un hacker freelance rencontré sur un forum obscur du dark web, un gamin de 25 ans de Clichy, prénommé Karim, qui vivait de gigs illégaux pour payer ses études d'ingé. 2000 €, économisés sur mes réparations clandestines, pour un audit numérique de base, mais, transaction, mot de passe faible. Karim m'a livré un dossier en PDF crypté, Lucas correspondait avec des oligarques russes via Telegram, promettant des facilitations administratives pour un blanchiment massif. Pire, il avait falsifié ma signature sur un vieux prêt familial, pour couvrir un trou de 10 millions. Cette découverte m'a cloué au lit pendant 2 jours, un mélange de nausée et d'euphorie. Mon fils, ce fruit de mes entrailles, avait souillé mon nom pour son grid. La psychologie des traîtres, lisais-je dans mes livres volés à la bibliothèque François Truffaut, né d'une peur primordiale de la perte. Lucas craignait de redevenir le gosse de Belleville, et pour conjurer ça, il détruisait tout, y compris son père. J'ai ri, seul dans le noir, tu vas apprendre, mon garçon. La perte, c'est le maître des âmes. Phase 2, l'amplification. J'ai envoyé des leaks anonymes à Libération à un contact hérité de mes jours syndicaux chez Renault. Scandale immobilier, l'héritier Duval impliqué dans du blanchiment russe. Les articles sont sortis mi-mars, titrés en gras, de l'or noir sur la scène. Lucas a paniqué, j'ai vu ses stories Instagram s'effondrer, des selfies forcés devant la tour Eiffel, légendé où tout va bien, business as usual. Mais les investisseurs fuyaient, BNP Paribas l'a suspendu, ses amis ont déserté le Penthouse pour des dîners plus sûrs au Plaza Athénée. Émilie m'a averti, il te cherche, Antoine. Il pense que c'est toi derrière ça. Parfait. Lors d'une rencontre forcée au Père Latuille, un bistrot caché de Montmartre, il m'a confronté, les poings serrés, c'est toi, hein? Tu sabotes tout parce que t'es jaloux. Sa voix chevrotait, un mélange de rage et de terreur enfantine. J'ai souri, calme comme un lac gelé, jaloux? Non, Lucas. Juste déçu. Mais si tu as besoin d'aide. Il a claqué la porte, me laissant avec l'addition et un sentiment de puissance inédite. La vengeance n'était plus un fantasme, elle respirait, palpable, dans l'air chargé d'odeurs de friture. Pourtant, des nuits, la culpabilité me rongeait. Était-ce un père qui agissait, ou un démon invoqué par l'abandon? Je repensais à Marie, son visage doux sur les photos cornées, protège-le, Antoine. Toujours. Mais protéger un serpent? Non. Je protégeais l'homme que j'avais été, l'honneur piétiné. Karim, mon hacker, m'a fourni plus, des enregistrements audio volés, Lucas suppliant sa maîtresse de tenir bon, papa va payer. Papa. Ce mot, prononcé avec dédain,
me galvanisait. Avril apporta le printemps, fleuri et trompeur, avec ses cerisiers en fleurs le long du boulevard Saint-Germain. Lucas s'enfonçait, saisie judiciaire sur son pentouse, rumeur de fisc au palais de justice. Il m'a appelé, enfin, d'une voix brisée, « Papa, on peut parler ?» J'ai raccroché, le cœur serré d'une joie perverse. Le piège se refermait, lent et inexorable. Mai 2026 éclata en Paris comme une grenade de couleurs, les terrasses des cafés débordant de rires forcés et de verres de rosée qui teintaient comme des menottes invisibles. Moi, Antoine, j'avais mué, plus de mécanicien voûté, mais un stratège aux yeux aiguisés, nourri de lectures nocturnes sur la manipulation au son DSU croisée avec Freud, dans des éditions usées chinées aux puces de Vanves. Mon studio de Pantin, autrefois prison, était devenu quartier général, mur tapissé de post-it codés, un ordinateur d'occasion bourdonnant de recherche sur les failles légales françaises. La loi Sapin II, ces garde-fous anticorruption que Lucas avait snobés, allait être mon marteau. Karim, ce gamin de Clichy avec des tatouages arabes et un cynisme précoce, devint mon bras armé numérique. Tonton, ton fils est un newbie en crypto, ses wallets sont comme des coffres ouverts, ricana-t-il lors de notre rencontre au MCDO de Porte de Clignancourt, entre deux Big Mac tièdes. Il m'a pris les bases, blockchain, traçabilité des transactions, comment un leak sur un forum comme Reddit pouvait déclencher une avalanche. Pour 5 000 € de plus empruntés à Émilie, qui y voyait une catharsis, il infiltra le réseau de Lucas, exfiltrant des mails incriminants, promesses de pots de vin à des élus de la mairie du 8e pour accélérer les permis du casino. Ces preuves, je les dosais comme un pharmacien du diable. Un mail anonyme à la brigade financière, pièce jointe, un tableau Excel de transfert russe. Résultat, perquisition au petit matin, sirène hurlant sous les fenêtres du Pantouse d'Auteuil. J'imaginais Lucas, échevelé en pyjama de soie, face aux flics en gilet pare-balles, c'est une erreur. Appelez mon avocat. Mais son avocat, un requin de la rue de Rivoli, avait déjà fui le navire, sentant l'odeur de la noyade. Émilie, ma confidente aux mains calleuses de serveuse, me soutenait dans les doutes. La psychologie de la trahison, Antoine, c'est un cycle, il t'a trahi pour se sentir fort, toi, tu le brises pour guérir. On se baladait le long de la Marne, à Joinville-le-Pont, où les saules pleureurs effleuraient l'eau comme des regrets. Elle me raconta son propre abandon, Lucas l'avait quittée après une fausse couche, la traitant de fardeau reproductif. Il est la faiblesse parce qu'il en est plein, murmura-t-elle. Ces mots creusèrent plus profond en moi, ma rage n'était pas seulement paternelle, c'était humaine, universelle, le cri des oubliés contre les parvenus. Un midi de juin, sous le soleil implacable qui faisait miroiter la Seine comme un serpent d'argent, Lucas surgit à Pantin. Il gara sa Porsche cabossée aux vestiges de sa gloire devant mon immeuble, et monta les escaliers 4 à 4, frappant à ma porte comme un damné. Je l'ai laissé entrer, feignant la surprise. Il puait le désespoir, costard froissé, cravate de travers, yeux injectés de sang. Papa. Ils viennent pour moi. Les Russes, le fisc. J'ai tout perdu. Aide-moi, s'il te plaît. Il s'effondra sur le sol, sanglotant comme le gamin de 5 ans que j'avais consolé après la mort de sa mère. Mon cœur se serra à un instant, un éclair de l'amour ancien. Mais je vis clair, ses larmes étaient égoïstes, un appel au sauveur qui l'avait banni. Pourquoi, Lucas? Pourquoi moi, après m'avoir jeté comme un chien? Ma voix était calme, un scalpel. Il balbutia, c'était une erreur. L'argent m'a changé. Tu es le seul qui reste. Mensonge. Ses amis l'avaient lâché, sa maîtresse avait filé avec une valise de bijoux. J'ai tendu une main, l'aidant à se relever, et glissé, assieds-toi. Raconte tout. Pendant 2 heures, il vomit, dette de 200 millions, menace de mafieux moscovites, un suicide envisagé au Pont des Arts. Au lieu de réconfort, j'ai sondé, et si je contactais mes vieux potes syndicaux? On pourrait négocier. Espoir dans ses yeux. Mais intérieurement, je filais chaque mot à Karim, qui enregistrait via un micro caché dans le plafonnier. Cet aveu serait la corde. Le soir même, je l'ai raccompagné à sa voiture, tapotant son épaule, on va s'en sortir, fiston. Il partit, un sourire fragile aux lèvres. Moi, je rentrais, et composais le numéro d'un journaliste du Monde, j'ai une bombe sur Duval Junior. Les jours suivants furent un feu d'artifice de chaos. Article en une, héritier Duval avoue blanchiment dans enregistrement choc. La bourse trembla, les actionnaires d'Henri intentèrent des poursuites. Lucas m'appela frénétiquement, « Papa, c'est toi ?
dis-moi que non. Je répondis d'une voix brisée feinte, je fais de mon mieux, mon grand. Mais la phase 3 de l'effondrement était lancée. J'infiltrai un groupe de créanciers italiens via un contact d'Emily, une barmaid sicilienne du bar Hemingway. Faites-lui mal, mais pas trop, murmurai-je. Résultat, brut en noir l'attendant à la sortie d'un gala au Louvre, un œil au beurre noir pour lui rappeler sa fragilité. Pourtant, la psychologie de la vengeance me rongeait. Dans mes rêves, Marie me reprochait, « Tu le tues, Antoine. » Réveil en sueur, je marchais des heures le long des quais, observant les touristes ignares. Paris, ville de lumière, cachait tant de ténèbres, suicide discret, famille brisée par l'ambition. Était-ce justice, ou sadisme? Un psy de quartier, consulté anonymement au CMP de Belleville, diagnostiqua, deuil non résolu, transformé en rage projective. Bullshit. C'était catharsis, pur et simple. Juillet apporta la canicule, un fourneau qui fit fondre les illusions restantes. Lucas vendit la Ferrari pour une Peugeot d'occasion, déménagea dans un garni de la rue Saint-Honoré. Il me supplia à nouveau, venant avec un bouquet fané de la fleuriste du coin, « Père, pardonne-moi. Je te rends tout. » Mais l'argent était parti en fumée, il offrait des promesses vides. Je l'écoutais, hochant la tête, et intérieurement, je tirais la dernière ficelle, un leak final à Europe 1, son aveu diffusé en podcast viral. La chute fut brutale. Arrestation au petit matin, menottes cliquetant sous les flashs des paparazzi au palais de justice. « Papa » hurla-t-il en me voyant à la barre, mais j'étais invisible, un ombre dans la foule. Ce soir-là, seul avec un verre de Calva, je sentis le vide, vengeance accomplie, mes âmes évidées. Août 2026 transforma Paris en un sauna moite, où l'air lourd collait à la peau comme un remords poisseux. Les vacances massaient les boulevards d'une quiétude factice, mais pour moi, Antoine Duval, l'été était un creuset alchimique, fondant les scories de la haine pour révéler un or sombre, impitoyable. Lucas croupissait en détention provisoire à la Santé, ce bastion de pierre grise qui avale les âmes comme un ogre oublié. Les visites, à travers la vitre blindée, étaient des rituels de torture psychologique, son visage amaigri, ses plaintes monocordes au papa, témoigne pour moi, dit que je suis innocent, et moi, impassible, disséquant son désespoir comme un entomologiste épingle un papillon mourant. Pourquoi, fiston? Pourquoi m'as-tu trahi, demandai-je, à chaque fois, forçant l'aveu. Et il craquait, à chaque fois, l'argent. Il murmurait des mensonges. J'avais peur de te décevoir, de redevenir pauvre. Peur. Ce mot, clé de voûte de sa psyché fragile, me fascinait. Dans mes notes nocturnes, inspirées des tomes de Lacan piqué à la Sorbonne, je traçais son portrait, un moi hypertrophié, bâti sur le déni du manque. Il m'avait jeté dehors non par haine, mais par terreur de l'héritage paternel, cette modestie qu'il voyait comme une malédiction. Ironie cruelle, en me brisant, il s'était condamné. Émilie et moi, on se retrouvait au but de Chaumont, perchés sur ces falaises artificielles qui dominaient la ville comme un jugement divin. Elle, enceinte désormais d'un autre prof d'histoire rencontré au bistrot, rayonnait d'une résilience que j'enviais. La vengeance, Antoine, c'est un miroir, elle te montre ce que tu es en toi. Ces mots piquaient, mais guérissaient. Ensemble, on disséquait les articles, Le Figaro titrait « La chute de l'héritier, un drame familial », spéculant sur mon rôle fantôme. Les psys des plateaux télé dissertaient, syndrome du père abandonné, vengeance édipienne refoulée. Ils touchaient juste, sans le savoir. Karim, mon hacker prodige, avait évolué, de gigolo numérique à allié loyal, il me filait des updates sur les audiences. Tonton, les Russes veulent sa peau, ils ont des taupes au parquet. Pour le remercier, je lui payais un stage légal chez un cabinet de cybersécurité, rédemption partielle dans ce balai de ténèbres. Un soir, au téléphone, il lâcha, « T'es dur, Antoine, mais t'as raison. Les riches oublient trop vite. » Sa voix, ado et grave, me rappela Lucas à son âge, faim de justice, soif d'absolu. La phase finale de mon plan, non plus destruction, mais exorcisme, se cristallisa lors d'une nuit d'orage, foudre zébrant le ciel au-dessus de la tour Montparnasse. J'écrivis une lettre à Lucas, non pour le sauver, mais pour le confronter à sa laideur. Tu m'as mis dehors avec 350 millions en poche, pensant que l'argent efface le sang. Mais le sang, fiston, s'attache éternellement. Postée anonyme, elle atterrit entre ses mains lors d'une fouille. Sa réponse, par avocat, une supplique holographée, « Père, je reconnais tout. Libère-moi de cette cage. » Libéré? Non.
j'organisais plutôt une rencontre avec les créanciers italiens, dans un sous-sol feutré du 18e arrondissement, près du marché aux puces. Gino, un colosse sicilien au cigare éternel, écouta mon récit autour d'un espresso amer. Duval Junior nous doit 50 millions. Et toi, le père cocu? Geoffrey, prenez-le en PPP au partenariat public-privé, mais version mafieuse. Il travaille pour vous, en tôle ou dehors, jusqu'au remboursement. Gino rit, une cascade de gravier, t'es un diable, vieux. Deal. Ainsi, Lucas devint un pion dans un échiquier plus vaste, contraint à des deals légaux sous surveillance, son égo pilori public. Septembre ramena les feuilles mortes, et avec elles, le procès au TGI de Paris. Je témoignais, non comme accusateur, mais comme témoin neutre, mon fils a toujours été ambitieux. Trop, peut-être. Les juges, robes noires flottant comme des voiles de deuil, notèrent mes mots froids. Lucas, en combinaison orange, me fixa d'un regard implorant, mélange de haine et d'amour perverti. Le verdict tomba comme un coup près, 5 ans ferme, plus restitution. La salle bruissa, dehors, les flashs crépitèrent. Pourtant, dans l'intimité de ma victoire, le vide s'installa. Émilie me trouva effondré au canal, pleurant enfin, j'ai gagné, mais j'ai perdu mon fils. Elle posa une main sur mon épaule, non, Antoine. Tu as retrouvé ton âme. Vrai. La vengeance avait été un scalpel, excisant la tumeur de l'ingratitude, mais laissant une cicatrice vive. Octobre, avec ses brumes automnales enveloppant les Tuileries, apporta une lettre de Lucas, papa, en prison, je vois clair. Tu étais mon roc, j'ai tout brisé. Pardonne? Je brûlai la missive dans un brasero du jardin des plantes, cendres volant comme des confettis amers. Pardon? Pas encore. Mais peut-être un jour, quand la rage se serait muée en sagesse. Paris, ma ville cyclotimique, reprenait son cours, lumière de Noël scintillant prématurément sur les Champs-Élysées. Moi, je marchais, plus droit, les poches vides mais l'esprit riche de leçons tordues. Novembre 2026 s'infiltra dans Paris comme un voleur masqué, les jours raccourcissant en ombre longue qui étiraient les regrets comme des chewing-gums usés. La santé, cette forteresse de béton et de barreaux qui domine la rive gauche, devint mon nouveau pèlerinage hebdomadaire. Visiter Lucas n'était plus une corvée, mais un rituel de dissection mutuelle, à travers la vitre rayée, nos regards se croisaient comme des épées, taillant dans les chairs de l'âme. Il avait changé cher flasque sous la combinaison carcérale, yeux creux où dansait un fantôme de l'ambition passée. Papa, raconte-moi Belleville. Avant tout ça, suppliait-il, voix éraillée par les nuits d'insomnie. Je comptais, non par tendresse, mais pour le confronter à ses racines, les dimanches pluvieux au marché, où je marchandais des poireaux pour un sou, les veillées tardives, moi réparant des moteurs sous une lampe nue pendant qu'il annonnait ses devoirs. Tu étais fier, fiston. Pourquoi as-tu fui ça? Il baissait les yeux, marmonnant, l'héritage d'Henri. Il promettait la liberté. Mais c'était une chaîne. Psychologie carcérale, en captivité, l'ego se fissure, révélant le narcissisme sous-jacent. Mes lectures près d'Émilie sur le syndrome de Stockholm inversé m'aidaient à naviguer, je n'étais pas son sauveur, mais son miroir impitoyable. Dehors, la vie reprenait en mosaïque fracturée. Émilie accoucha d'un garçon, prénommé Enzo, dans une clinique modeste de la rue de l'Ancry. Je tins le nouveau-né, minuscule et hurlant, et pour la première fois depuis des lustres, pleurait de joie pure. Protège-le mieux que moi, Antoine, murmura-t-elle. Ce rôle de grand-père putatif me rachetait, réparait ce que j'avais brisé en Lucas, cycle infernal de l'abandon. Karim, diplômé grâce à mes économies, lança une start-up anti-blanchiment ironie vengeresse. Pour des types comme ton fils, tonton, clignatait-il lors d'un apéro au comptoir général, fumant un joint légal sous les néons du canal. Mais la vengeance n'était pas close, Gino, l'Italien, réclamait son dû. Un soir de brouillard, il m'invita dans un restaurant caché du Marais, où les nappes blanches masquaient des tractations sombres. Ton gamin bosse bien en tôle, conseils fiscaux pour nos amis. Mais il rechigne. Je hochai la tête, offrant, laissez-moi lui parler. Je le briserai doux. La semaine suivante, à la santé, je glissai à Lucas, les Italiens te surveillent. Coopère, ou c'est l'isolement perpétuel. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur pas physique, mais existentielle, perdre le contrôle, ultime cauchemar du narcissique. Décembre apporta la neige, première depuis des années, blanchissant les coupoles du Sacré-Cœur comme un suaire immaculé.
Le Noël carcéral fut un simulacre, gâteau sec et chant forcé. Lucas me demanda, viens me voir, papa. Pour Noël. J'y allai, portant un colis modeste, photo de Marie, un vieux pull tricoté par elle. Garde ça. C'est tout ce qui reste de nous. Il sanglota, touchant le tissu comme un talisman. Ce moment vulnérabilité crue fissura ma carapace, amour paternel, tapis sous la rage, remonta comme une marée. Pourtant, je tins ferme. Phase d'expiation, je contactai un médiateur judiciaire, feignant la réconciliation. Antoine Duval souhaite soutenir son fils, déclarai-je au greffier du 17e. Résultat, libération conditionnelle en janvier 2027, sous bracelet électronique et travaux d'intérêt général. Gino jubilait, il est à nous, maintenant. Lucas sortit, pâle comme un spectre, m'étreignant maladroitement sur le trottoir gelé de la rue de la Santé. Merci, papa. Je te revaudrai. Revaudrai? Il l'ignorait, chaque merci était un clou de plus dans son cercueil moral. Les mois suivants furent une danse macabre. Lucas logea chez moi à Pantin, ironie, le studio qu'il avait méprisé devint son refuge. Il cherchait du boulot, repoussé par les banques comme un pestiféré. Je suis un paria, papa, géniaïl, cuvant des bières bon marché devant la télé. Je l'observais, disséquant, la honte le rongeait, transformant l'arrogant en loque. Émilie vint une fois, Enzo sur la hanche, regarde ce que tu as failli détruire. Lucas rougit, balbutiant des excuses. Catharsis familiale, amère comme un café serré. Mais sous la surface, je tirais encore les fils. Via Karim, je liquais subtilement ses travaux pour Gino à un blogueur financier, ex-héritier du Val, reconversion louche. Rumeur en flair, isolant Lucas davantage. Il craqua un soir, hurlant, c'est toi qui as tout orchestré, hein. Depuis le début. Je niais, serein, non, fiston. C'est la vie qui te rattrape. Vérité à moitié, la vengeance était finie, place à la justice poétique. Printemps 2027 fleurit, cerisier rose le long de la Seine rappelant la fragilité. Lucas trouva un poste subalterne chez un PMU de Belleville, retour aux sources, humiliant. Moi, je repris le travail, réparant des vélos pour des livreurs Uber, main noircie mais cœur allégé. Émilie épousa son prof, je fus parrain d'Enzo. La boucle se fermait, non en explosion, mais en murmure. Pourtant, une nuit, Lucas confessa, j'ai compris, papa. L'argent n'était qu'un leurre. Toi, tu étais la vraie fortune. L'arme commune, enfin. Pardon? Pas total. Mais un début. Été 2027 enveloppa Paris d'une lumière dorée, paresseuse, où les fontaines de Versailles chantaient des hymnes à la Renaissance. 2 ans après la chute, Lucas et moi arpentions les quais de l'île Saint-Louis, glace à la main, vanille pour lui, pistache pour moi, saveur d'enfance reconquise. Il avait 28 ans, cicatrices invisibles sous une chemise bon marché, mais un regard clair, dépouillé de l'avidité qui l'avait dévoré. Papa, si je pouvais remonter le temps, commença-t-il, voix basse face à Notre-Dame en travaux, squelette gothique rapiécé. Je l'interrompis, doux amer, le temps ne remonte pas, fiston. Il enseigne. La rédemption n'était pas linéaire, c'était un sentier escarpé, semé d'embûches psychiques. Lucas suivait une thérapie au CMP de la Salpêtrière à ma condition pour le loger, pour le sauver à ma façon. Le psy, un barbu freudien aux lunettes rondes, me confia lors d'une session conjointe, votre vengeance a été le catalyseur, maintenant, le pardon cicatrise. Vengeance. Mot prononcé sans jugement, comme un diagnostic. Je hochai la tête, admettant enfin, oui, j'avais ourdi, manipulé, brisé. Mais pour guérir une plaie ouverte depuis la mort de Marie. Émilie et Enzo étaient le phare. Dimanche à Charenton, barbecue modeste où Lucas jouait l'oncle maladroit, faisant voler un cerf-volant au-dessus de la Marne. Regarde, petit. Comme papa autrefois, riait-il, et je voyais l'étincelle, paternité latente, antidote au narcissisme. Gino, l'Italien, avait lâché prise dettes épongées par des heures de conseil légal en tôle. Ton gamin est clean, vieux. Bravo, grognatait-il lors d'un dernier appel, avant de raccrocher sur un éclat de rire rauque. Karim prospérait, sa start-up, Shadow Trace, traquait les flux illicites, primés au vivatèche. Il m'invita à la remise de prix au carrousel du Louvre, moi en costard d'emprunt, fier comme un paon. À tonton le vengeur, trinquatait-il, champagne pétillant dans des flûtes fragiles. Lucas y vint,
Anonyme parmi la foule, et serra la main de Karim, merci d'avoir été dur. Cycle bouclé, le bourreau devient mentor. Pourtant, des ombres persistaient. Nuit où la rage ressurgissait, fantôme de l'abandon le jour des huissiers, valise à Belleville. Je marchais alors seul, de la Bastille à la République, observant les graffitis éphémères, la richesse tue l'âme. Vrai. Lucas luttait aussi, rechute en ambition, candidature refusée chez des banques snobs. Il me voit comme un escroc, se lamentait-il. Je répondais, gagne-les par les actes, pas les mots. Automne 2027, feuille rougissante dans le Luxembourg, apporta la réconciliation finale. Lors d'une expo photo au jeu de paume portrait de père et fils brisés, Lucas murmura, « Papa, je t'ai mis dehors, mais tu m'as ramené chez nous. » Chez nous, Belleville, réinvesti. Il ouvrit un petit garage solidaire, réparant des vélos pour les précaires, main dans le cambouis comme moi jadis. Ton legs, fiston dis-je, inaugurant l'atelier d'un coup de marteau symbolique. Noël arriva, neigeux et doux. Dîner chez Émilie, dinde farcie, rire d'Enzo déballant des jouets. Lucas porta un toast, à la famille, cabossé mes entières. Vers tintèrent, mes yeux piquèrent. Pardon accordé, non en mots, mais en présence. La psychologie humaine, cette jungle impénétrable, s'était domptée, de la trahison née la renaissance, si on ose affronter le miroir. Paris, éternelle amoureuse volage, nous berçait de ses lumières. Moi, Antoine, 60 ans grevé mes droits, regardais la scène couler, indifférente au drame. Vengeance achevée, vie reprise. Et Lucas? Il marchait à mes côtés, ombre apprivoisée, apprenant que l'héritage vrai n'est pas en euros, mais en cicatrices partagées.